Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour est une journaliste, présentatrice de LCI Midi, chaque jour sur LCI le canal 26 avec Adrien Borne. C'est Marie-Aline Melli. Bonjour Marie-Aline. Bonjour à tous, bonjour Mathieu, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors je le disais, vous présentez chaque jour LCI Midi de 12h à 14h avec Adrien Borne. Une tranche avec une très grosse concurrence. Vous faites face aux gros mastodontes, les journaux de 13h, que ce soit sur TF1 avec Jean-Pierre Pernaut, France 2 avec Marie-Sophie Lacaro. C'est pas trop compliqué cette concurrence à gérer ? Alors il y a une chose, je pense que si on fait ce métier en se disant mon objectif, mon but principal c'est d'aller battre la concurrence, il faut arrêter tout de suite. Déjà, on n'a pas la prétention d'aller battre un mastodonte comme Jean-Pierre Pernaut qui fait ça depuis 30 ans et qui le fait très bien. Et lui-même, il ne réfléchit pas à l'audience, il réfléchit à ce que les gens veulent entendre. Et à la qualité. Tout à fait, ce qui les intéresse et quelle information il va leur apporter. Et nous, à notre humble niveau sur LCI, on est sur une autre offre. C'est ce qu'on se dit le matin. Le matin, mon réflexe, c'est d'écouter les radios, de lire la presse et d'apporter la meilleure info, d'apporter des problématiques différentes en sachant que ceux qui viennent sur LCI, ce sont des amoureux de la politique, qui ont envie d'entendre des décryptages sur la politique européenne en ce moment avec la campagne qui a lieu depuis 2 semaines, même si elle ne suscite pas un enthousiasme dingue, sur l'écologie, sur l'économie. Donc je pense que c'est une autre offre, elle est complémentaire, c'est un autre public. Et donc l'essentiel, c'est de s'occuper de ceux qui nous regardent et pas d'être dans des histoires de concurrence. Oui, donc on ne se préoccupe pas de... Si on peut grappiller par exemple des parts d'audience à TF1, à France 2 ou aux autres. Non, pas du tout. Faut pas du tout réfléchir comme ça. Sinon on se plante. C'est mon avis. Et alors vous êtes donc sur LCI, 2e chaîne d'information en France, face à BFM TV. Vous êtes fier de faire partie de ce succès ? Fier, oui. Mais fier de rester dans cette boîte. Ça fait plus de 10 ans que je suis à LCI. Et je me suis abonné à LCI quand j'avais votre âge en fait. Non, il y avait, même avant. C'était la première chaîne d'info continue. Oui. Et 1994. Exactement. Quelle date, quelle mémoire. Et en fait, pour moi, c'était évident de travailler pour cette chaîne. J'ai été bercée avec LCI. J'aime leur manière d'aborder l'information, les débats extrêmement pointus. Donc, je suis contente d'avoir intégré la chaîne, d'y rester. Jusqu'où peut aller LCI ? Très loin. Moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui pensent que rien n'est acquis et rien n'est établi. Et de la même manière qu'il y a plus de 13 ans, ceux qui ont vu arriver BFM avec un petit sourire en coin, un peu narquois, en se disant « c'est qui ceux-là, ces petits ?» et on voit où ils en sont aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se dire que tout est figé. On est 2e, on peut être 1er, on est 2e, on peut aussi perdre notre place, donc rien n'est acquis, et chaque jour, c'est un défi nouveau. Il ne faut pas se dire que les gens, même si ils ont confiance dans l'information que nous produisons chaque jour, vont forcément avoir le réflexe de venir chez nous. Donc il faut chaque jour leur donner envie de venir chez nous et de dire « vous êtes sur LCI, vous avez bien fait, voilà pourquoi nous on a réfléchi depuis tôt le matin pour vous apporter la meilleure information, les meilleurs angles avec les meilleurs invités. » Et donc avec 1% de part d'audience, vous avez dépassé CNews, vous rapprochez un petit peu de BFM TV. On a réduit l'écart. Oui, chaque jour à 11h02 c'est les audiences, pour les chaînes info, puisque pour le reste c'est à 9h. Tout à fait. Vous regardez tous les jours ou pas ? Alors moi, pas de langue de bois. Je vais pas vous faire le coup de « ah non, moi je regarde pas les audiences, je réfléchis uniquement au fond des sujets ». Mais bien sûr, parce qu'on fait partie d'une industrie, on fait partie d'une entreprise, et si nous on les regarde pas, nos patrons les regardent. Donc le coup de « c'est que de la télé, ça n'a pas d'importance », non, c'est pas que de la télé, parce que si à la fin de l'année les audiences sont mauvaises, vous risquez de perdre votre travail. Mais enfin, ce qui est valable pour tous les autres Français, peu importe le secteur. Donc oui, ça compte. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on les regarde, on est dans une hystérie en se disant « ah mon Dieu, si l'audience était mauvaise hier, ça veut dire qu'il faut tout changer ». C'est une donnée qu'il faut prendre en compte. C'est pas une course à l'audience. Il faut la prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'hystérie et se dire qu'on change tout parce qu'il y a une journée qui a mal marché. En revanche, ça peut être un indicateur. Si sur une semaine, les audiences sont mauvaises, il faut quand même regarder s'il n'y a pas une tendance, s'il ne faut pas changer, s'il y a un débat. Nous, au début de l'année, au début de la saison, notre débat il durait un quart d'heure. Moins d'un quart d'heure. Et il y avait une frustration des invités politiques qui nous disaient franchement il faut qu'on prenne le temps. Donc ça on l'a entendu et on s'est rendu compte que un jour pour je ne sais plus quelle raison on a décidé d'allonger le format, que ça marchait, que les gens justement avaient besoin de ce temps de débat. On s'est dit on continue. Et donc ça les audiences ça permet aussi de voir ça. Donc ça sert, c'est utile. Et alors vous êtes arrivé il y a une dizaine d'années sur LCI. Comment est-ce que... Nora, je dis pas. Comment est-ce que vous avez réussi à faire votre place ici dans cette grande maison ? J'étais dans la rue, en fait, je me baladais, puis j'ai toqué à la porte et on m'a ouvert.
Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est pas du tout Comme passé ça peut comme ça. marcher parfois pour des stages ou pour des choses comme ça, d'aller toquer aux portes. Mais de moins en moins, parce que c'est un secteur qui est ultra concurrentiel, que vous avez beaucoup de gens brillants, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Et donc j'ai insisté, il a fallu des mois et des mois pour entrer à LCI, j'ai envoyé des CV, on m'a dit non une première fois, j'ai insisté de nouveau, j'ai renvoyé des CV, j'ai appelé, et puis un jour, à force d'insister, on a dit bon celle-là, elle a très envie d'intégrer LCI, on va la recevoir. Donc à l'époque j'ai été reçue par le DRH et par le patron de la rédaction qui m'ont vu en entretien. Ensuite ils m'ont fait passer un test alors que j'étais déjà journaliste, je travaillais pour France 3 et j'ai réussi le test et j'ai intégré le volet de pigiste dans un premier temps. Et donc je faisais des sujets, je faisais aussi ce qu'on appelle le bandeau qui défile en bas de l'écran. Où on se dit souvent c'est le stagiaire. Exactement, j'ai été la personne derrière le bandeau sur LCI. Voilà, mais je ne faisais jamais de faute, c'est promis. Aucune faute d'orthographe, promis. Et qu'est-ce que vous voudriez dire, vous, aux jeunes étudiants en école de journalisme, comme moi par exemple, qui veulent faire ce métier? Il faut d'abord de la persévérance. Quand j'étais étudiante, j'avais beaucoup d'envie, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Parce qu'il y a une concurrence énorme, qui a une exigence folle et qui s'est décuplée avec les réseaux sociaux, la capacité des gens à réagir, à vérifier. Donc, à l'époque où il n'y avait pas internet, où il y avait 5 chaînes, en fait je pense que les gens se disaient voilà l'information elle est comme ça, je la prends en compte, il y avait beaucoup moins de critiques envers les médias, il y avait beaucoup moins de défiance, donc c'était un peu plus simple. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais c'était plus simple. Aujourd'hui on ne vous pardonne rien, pas la moindre erreur, pas le moindre chiffre, et si, parce que l'erreur est humaine, il y a une erreur, on peut vous soupçonner de vouloir manipuler une information, une donnée. Donc comme il y a un tel niveau d'exigence, les rédacteurs en chef, les recruteurs, eux aussi sont extrêmement exigeants. Donc, mais il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher, il faut persévérer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le journalisme et pas autre chose? Parce que je me posais beaucoup de questions. Et je me disais, en regardant les informations, mais pourquoi les journalistes font tel ou tel choix? Peut-être que si j'étais à leur place, j'aurais des réponses. Et puis j'aimais partir à la rencontre des autres, apprendre, j'étais curieuse. Je me suis dit que ce serait l'évidence. Et l'antenne, pour vous, c'était naturel? Non, pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le terrain. Aller à la rencontre de l'autre. Et je me demandais pourquoi les gens se battaient autant pour faire de l'antenne. Je me disais qu'ils devaient tous être très narcissiques. Alors maintenant que j'y suis, je comprends qu'il y a un autre volet. Et si vous voulez, quand on fait de l'antenne, notre rôle, ce n'est pas d'être speakerine ou speakerin, comme le disent certains de manière assez désagréable. Vous écrivez vos textes. Et vous êtes là aussi pour apporter des idées. Tous les matins, on se fait une conférence de rédaction avec Adrien, avec les rédacteurs en chef, avec nos chroniqueurs. On a, encore une fois, lu les journaux, écouté les radios, on a des idées, des envies d'actu, des idées d'invités. Donc on est là pour réfléchir. Donc il y a aussi une dimension éditoriale, une liberté de ton que je trouve on a un peu moins quand on est reporter. Donc pour vous, ce serait compliqué de lâcher l'antenne et de revenir entre guillemets au terrain ou maintenant que vous y êtes? J'aime ce que je fais. Pour l'instant, c'est l'antenne, mais demain, ça peut être le terrain. Enfin, je pense pas que on n'est pas d'abord présentateur ou d'abord reporter, on est d'abord journaliste. Et alors, récemment, sur les réseaux sociaux, vous avez publié un tweet d'une personne qui vous insultait, est-ce qu'on peut le dire? Oui, allez-y, n'ayons pas peur des mots. De sale négresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce fléau? Bien, déjà, dénoncer. Moi, je me suis rendu compte, en voyant ce qui se passait dans l'actualité, notamment ces étudiants à Metz qui ont été victimes d'attaques racistes, on les comparait à des singes, que je ne disais... Dans une école de psychologie. Hein, en plus. J'étais extrêmement choquée et je me suis dit, peut-être que des gens qui vont entendre leur témoignage, qui vont voir ce reportage, vont se dire que c'était un épiphénomène, alors que c'est faux. Le racisme, il est toujours là, il est toujours présent. Peut-être qu'on en parle moins, mais il est là. Et je me suis dit, à qui la faute si certains pourraient penser que c'est un épiphénomène? Aussi la mienne, parce que quand je suis victime assez régulièrement d'attaques racistes, on envoie, c'est régulier, des messages sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, je ne dis rien. Donc, par mon silence, je laisse penser
qu'en fait, ce qui arrive à ces étudiants à Metz, eh bien, c'est minoritaire. Alors bien sûr qu'on vit dans un pays qui n'est pas raciste, et c'est ultra minoritaire, mais c'est quand même là. Et ça s'inscrit dans une libération de la parole haineuse, et je me suis dit, c'est aussi mon devoir, eh bien, pour une fois, de dire non, là, stop, et cette personne-là, je vais le dénoncer, et je vais dire qu'il est coupable d'attaque raciste. Et alors, c'est ce que vous avez fait, vous avez reçu des dizaines, des centaines de messages, que ce soit de vos confrères ou d'anonymes. Ça vous a fait plaisir, ça vous a réconforté? Ça m'a fait très plaisir. Il y a eu des soutiens de partout, des élus politiques, mes collègues, ça m'a énormément touchée, et je me suis dit aussi que ça envoyait un symbole à toutes les personnes de couleur noire, d'origine asiatique, d'origine arabe, et ça leur dit voilà, quelle est la vraie réaction. C'est-à-dire que avec ce soutien massif de mes collègues, de beaucoup de gens, d'internautes qui ont réagi, ça a rappelé les gens quel était le rapport de force. Les haters, ils se font beaucoup entendre, ils font beaucoup de bruit, mais ils sont minoritaires en France, et il faut le rappeler. Et ça fait du bien de voir ces réactions. Et donc vous avez porté plainte? J'ai entamé une procédure pour porter plainte, exactement. Avec le soutien du groupe TF1, ça aussi c'est un acte fort, ça vous a encore plus conforté dans l'idée de je vais aller porter plainte vraiment pour dénoncer? Exactement, ça a été déterminant. Non, mais c'est bien d'afficher son soutien, c'est important, mais moi, au-delà des mots, je crois au symbole. Et TF1, LCI, la réaction c'est de dire on t'encourage, enfin tu fais ce que tu veux, tu décides, mais si tu veux porter plainte, on sera à 100% derrière toi. C'est-à-dire qu'on va t'accompagner dans les procédures, tu as des renseignements, on va t'aider, tu veux payer un avocat, on va financer l'avocat. Ça aussi c'est important, c'est du concret. Et donc quand j'ai été, je sais pas, j'ai même pas eu besoin d'en parler, dire que ce que j'ai fait, c'était spontané. Je pensais pas que ça allait déclencher autant de réactions. C'était vraiment, c'est venu du fond du cœur. Je me suis dit, pour une fois, ce commentaire-là, tu ne le laisses pas passer et tu vas le dénoncer. Et il y a eu des réactions immédiates. Thierry Tuillier, qui est le patron de l'info à TF1, il est venu me voir, déterminé, si tu veux porter plainte, on te soutient à 100%, on est derrière toi. Pareil, Fabien Amias, qui est le DG d'LCI, Valérie Nataf, qui dirige la rédaction. Donc ça, c'est aussi important. Et alors, est-ce que vous comprenez la colère d'Absatoussi face à Éric Zemmour, qui lui aussi en a remis une couche sur son prénom Absatou? Vous comprenez sa colère? Bien sûr que je la comprends, et puis je comprends sa réaction, et je pense que personne ne doit juger la manière dont les uns et les autres décident de combattre le racisme. Chacun a sa manière de s'exprimer, mais il faut en même temps accepter que la parole publique puisse s'exprimer, que les opinions différentes s'expriment, même si on n'est pas d'accord. Je crois qu'il y a une ligne rouge, c'est le racisme. Je pense que c'est clair. Tous ceux qui vous disent attention à ne pas être dans un politiquement correct, je crois qu'il y a une frontière très claire entre le politiquement incorrect, de ne pas avoir de tabou. On a le droit de poser des questions d'identité, d'immigration, d'origine. Je pense qu'il faut éviter aucun débat. En revanche, je pense que Salle Négresse, c'est assez clair. Je pense que quand on dit qu'on est envahi par des gens qui sont d'une race différente, que ce sont des étrangers qui n'ont pas leur place, c'est clairement du racisme. Vous êtes arrivé à l'antenne grâce à votre couleur de peau, c'est ce que disait monsieur dans son tweet. Mais et je précise que j'ai mis 1 an avant d'arriver à LCI. Il a fallu envoyer des CV, j'ai appelé des centaines de fois, j'ai passé un entretien, j'ai passé un test. Oui, donc c'est pas, vous n'êtes pas arrivé comme ça et puis on vous a... Toc toc toc. Ah, vous êtes très joli, très sympathique. Venez tout de suite à l'antenne présenter les journaux. Mais par contre, plus compliqué. Il faut aussi souligner qu'au milieu de ces messages racistes ou de méchanceté, il y a beaucoup de messages de soutien aussi. Beaucoup, ouais. Et aussi des gens qui veulent débattre avec vous. C'est ce que vous me disiez avant, que beaucoup veulent discuter avec vous, parler, prendre part au débat. Alors, je vais vous parler d'un monde que vous ne pouvez pas connaître, c'est-à-dire le monde avant Internet. Moi, j'ai connu le monde avant les réseaux sociaux, avant Facebook, avant Instagram, avant Google, et je ne fais pas partie de ces gens qui considèrent que c'était mieux avant. Certes, il y a une parole haineuse qui s'exprime, qui se libère sur Internet, mais il y a aussi des gens qui ont envie de partager, qui ont envie de réagir, et je suis très contente, quand j'annonce chaque jour le programme du jour, qu'il y ait des gens qui disent « Ah, moi je suis pas d'accord, j'aurais préféré qu'on aborde ce thème-là », ça nourrit notre réflexion. Donc je suis contente que les gens réagissent. On a le droit encore de ne pas être d'accord, d'exprimer son opinion sans que ce soit perçu comme une attaque. Et justement, vous pouvez avancer avec ces... Exactement, c'est important. C'est ce qu'on se disait au début de l'interview. Comment on peut affiner nos angles, comment on peut choisir le meilleur sujet à aborder. Je pense que regarder aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux, dans la rue, écouter les échanges au restaurant, au bistrot, tout ça, ça nourrit la réflexion.
Et alors pour revenir à LCI et à votre tranche, le 12-14 LCI Midi, vous présentez ça avec Adrien Borne. On sent que vous prenez du plaisir à être à l'antenne avec lui, c'est vraiment important. On partage une passion de l'information. Donc chaque matin, c'est quelqu'un de bosseur, de sérieux, de précis, de rigoureux. Et il arrive toujours avec des tas d'idées. Et ce qui est un peu désarçonnant avec Adrien, c'est que on a la même vision de l'info. C'est-à-dire que quand on se pose des questions, en fait, je me pose les mêmes questions, on a les mêmes envies, donc travailler ensemble, c'est extrêmement facile. Et alors, j'ai deux petites dernières questions. Quel bilan vous tirez de toute cette saison ? Un très bon bilan. Un très bon bilan. Après, ça a été. La saison n'est pas encore terminée. Oui, mais ça a été une saison mouvementée, puisqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, qui n'est pas terminée, et qui nous a, je pense, amené à nous poser des questions, pas seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen. Les Gilets jaunes, ce sont des gens qui se sont dit il y a un système, il y a des règles, et nous, on veut remettre en cause ce système. Et avec une défiance encore vraiment grandissante et bien justement, des médias. Face à cette défiance, au lieu de se dire on n'a rien à se reprocher, on est parfait, eh bien il faut essayer de comprendre pourquoi, et il faut aller au devant des gens qui nous posent des questions. Et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines maintenant, il y a les rencontres de l'information qui sont organisées par TF1 et par LCI, et donc il y a des journalistes, des présentateurs, des reporters sur le terrain qui viennent échanger à travers la France. En général, c'est souvent en partenariat avec un journal local, et puis des citoyens sont amenés à venir échanger avec les journalistes, poser des questions. Donc c'est extrêmement important pour retisser le lien de confiance avec les journalistes. Parce qu'il faut aussi préciser que des Gilets jaunes viennent manifester régulièrement le samedi devant le siège d'LCI. Alors pas tous les samedis, mais c'est arrivé, et cette colère-là, il faut l'entendre, il faut la comprendre. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait accepté de dégradation ou d'insultes très blessantes, mais il y a une colère et il faut y répondre. L'année prochaine, enfin la saison prochaine, vous serez toujours là ? Oui, je serai toujours là. LCI Midi ? Ah, là, j'ai un joker. Il y a des nouvelles aventures qui s'annoncent. Ah. Je peux pas tout vous dire, et on peut mais pas ça dire va bouger. encore, Ah, non, je ne peux pas, malheureusement. Donc ce sera plus la même tranche ? La tranche va évoluer. Elle va un peu évoluer. Mais bon, vous serez toujours sur l'antenne d'LCI. Je serai toujours sur LCI, promis. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? On peut me souhaiter que mes lancements d'invitation pour les meilleurs invités soient honorés de réponses favorables. J'espère que l'actualité sera un peu moins tendue, parce que cette crise des Gilets jaunes, elle a été intéressante, elle nous a amené à réfléchir, mais c'est triste pour notre pays. Donc j'espère que l'actualité sera un peu moins triste l'an prochain. Parce que contrairement aux rumeurs et mauvaises langues, les journalistes ne se nourrissent pas de la peine des autres citoyens. Eh bien merci. Merci Marie-Aline d'avoir accepté mon invitation. On vous retrouve donc jusqu'à la fin de la saison. Tout à fait. Tous les jours de 12h à 14h dans LCI Midi avec Adrien Borne. Et puis la saison prochaine, ici ou ailleurs. En tout cas sur LCI. Sur LCI et c'est Canal 26. À bientôt, merci.